Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 6 juin, très heureux de vous retrouver pour votre matinale ce matin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Nous commençons tout de suite par faire un point sur votre météo pour aujourd'hui avec un ciel plutôt gris ce matin sur l'ensemble de la Vendée, comptez 11 à 16 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, les températures vont remonter légèrement, on sera autour des 20 degrés. On va voir donc la carte de l'après-midi que voici. 20 degrés donc sur l'ensemble du département au minimum, mais par contre autour de la pluie cet après-midi de manière assez importante sur l'ensemble du département. Nous regardons maintenant les horaires des marées et nous commençons comme d'habitude du côté de la Tranche-sur-Mer où la première basse mer était cette nuit à 1h15. La prochaine sera donc à 13h28. La première pleine mer bien ce matin à 7h02 et ensuite à 19h18. Le coefficient du jour 68 à 66 sur l'ensemble du littoral vendéen. On prend la direction du passage du Gois maintenant. Première basse mer à 1h24 cette nuit. La prochaine sera donc à 13h35. La première pleine mer était à 6h44 ce matin il y a quelques instants. La prochaine sera donc à 19h. Et le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h14 et il se couchera ce soir à 21h53. Et nous fêtons aujourd'hui les Kevin. Bonne fête donc à tous. Et il est temps de faire ensemble un point sur l'actu du jour. Voici le journal. Et nous prenons la direction de Saint-Georges de Pointe-à-Douf pour commencer ce matin dans cette commune de moins de 2000 habitants. Le bistrot chez Manu a ouvert ses portes en octobre dernier et est rapidement devenu un véritable lieu de vie et de rencontre. Un commerce de proximité essentiel pour la commune où les habitants se rendent pour des moments de convivialité et profiter des nombreuses animations qui sont organisées par Emmanuel et Patrice, les propriétaires. En installant ce commerce, ils souhaitaient participer à la redynamisation du centre-bourg. Objectif réussi, comme nous le montre Cyril Dillet. Nous sommes en direct de Saint-Georges-Pointe-à-Douf, petit village vendéen magnifique. Le bistrot chez Manu et le coiffeur sont les deux derniers commerces qui restent sur la commune. En 2024, le bar est alors placé en liquidation judiciaire quand Emmanuel et Patrice décident de reprendre l'affaire. On a beaucoup bataillé. Ça a été vraiment un combat. Il y avait tout à refaire, j'ai tout cassé, j'ai tout recommencé. Et après 11 mois de travaux, le 3 octobre dernier, chez Manu a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur des habitants de la commune. Ça permet à tout le monde de se réunir, qu'importe le milieu. D'avoir un bar qui a réouvert sur Saint-Georges, donc qui a redynamisé un peu notre village. Et comme je dis, nous en tant que jeunes élus, c'est important de venir ici, de les soutenir, de les écouter. Et ici, c'est avant tout une histoire de famille, car Florès, la fille de Patrice et Manu, vient régulièrement prêter main forte. Je fais mes études sur Rennes et du coup tous les vendredis je prends le train, j'arrive ici et je viens aider papa et maman à faire le service. Aussi quand on a des événements, je fais les affiches pour communiquer l'événement. En plus avec les problèmes actuels au niveau de l'essence, il faut faire venir les gens ici. Mais comme on fait de grosses soirées une fois par mois qui attirent de plus en plus de monde, ça nous permet d'équilibrer les comptes en fait. Et pour les jeunes de la commune et des environs, la réouverture de ce lieu est une véritable aubaine. Ça rassemble les gens de la commune qu'on ne voit pas forcément autrement. On apprend à connaître du monde. Quand on vient là en soirée, on mange là. Puis de temps en temps, vu qu'on est agriculteur, on vient manger là le midi aussi. Car en plus des soirées à thème, on peut y manger sur place ou emporter. Et pour compléter l'offre, un petit coin épicerie a été aménagé pour mettre en avant les produits locaux. Maintenant, on se retrouve à avoir une clientèle de 7 ans à 77 ans. C'est-à-dire qu'on a mélangé tous les publics. Les gens se sentent comme à la maison. C'est ce qu'on voulait, quoi. Il y a des gens qui se sont rencontrés chez Manu et qui se donnent rendez-vous maintenant chez Manu, au comptoir. Manu et Patrice se démènent depuis 7 mois pour faire vivre ce lieu et apporter un nouveau dynamisme dans la commune. À Beaurepaire, c'est un autre projet important pour la vie de la commune qui a été inauguré samedi dernier. La nouvelle bibliothèque, elle prend place désormais dans un bâtiment historique, le Grand Logis. Cette nouvelle implantation offre un espace 3 fois plus grand que l'ancienne bibliothèque. Ce projet a été financé par la communauté de communes du Pays des Herbiers et par la commune. Ce nouveau lieu se veut aussi plus accessible aux personnes en situation de handicap. La commune a fait l'acquisition du Grand Logis. C'est un logis du XVe siècle. Et assez rapidement, on s'est dit ça serait peut-être bien de transférer la bibliothèque actuelle dans ce grand logis. Donc c'est un lieu qui est assez novateur, dans le sens où
on a fait le choix de mutualiser l'étage de ce bâtiment. Donc le rez-de-chaussée est une bibliothèque et l'étage est mutualisé bibliothèque et activités communales, culturelles, associatives. Retour maintenant sur cette manifestation hier à La Roche-sur-Yon à l'appel de la CGT. Une quinzaine de salariés et de représentants du syndicat se sont rendus devant le magasin de l'enseigne Action situé dans la zone Sud-Avenue. Un mouvement de protestation pour dénoncer des conditions de travail dégradées. Le syndicat accuse également l'enseigne de faire passer la rentabilité avant la santé physique et mentale de ses salariés. Dans ce magasin de La Roche-sur-Yon, des salariés ont dénoncé auprès de la CGT leurs conditions de travail. On subit du harcèlement, de la répression syndicale, la pression aussi au quotidien, tous les jours, pour aller de plus en plus vite, pour du chiffre, pour des chiffres. L'humain ne compte plus. Ça fait plus d'1 an que j'attends mon complément de la CPM parce que Action n'envoie pas les papiers qu'il faut avec les dates qu'il faut. Donc en fait c'est un cercle sans fin et puis ils sont vraiment pas humains pour moi. Deux collègues ici, en fait, la particularité, c'est qu'ils sont syndiqués à la CGT et on soupçonne une forme de répression syndicale, une forme de discrimination, répression syndicale, masquée évidemment. Mais c'est ça qui nous alerte un petit peu, c'est ce caractère-là, c'est-à-dire que si ça les dérange, c'est qu'il y a une raison. Alors plutôt que de se demander d'où viennent les problèmes et qu'est-ce qu'ils peuvent y faire, ils préfèrent faire de la répression syndicale, ça paraît mieux, comme ça tout le monde se tient bien tranquille. Et nous n'avons pas pu échanger pour l'instant avec la direction du magasin, ni avec la direction de l'enseigne au sujet de cette mobilisation portée par la CGT. Nous revenons maintenant sur cette exposition photo pas comme les autres qui se tenait au Sable d'Olonne début mai. Elle était consacrée au travail de Nadine Ramage. Cette photographe sillonne la France depuis 2 ans afin de rencontrer et de photographier des médiums durant leurs séances. Un projet photographique qu'elle a décidé de mener après un enchaînement de drames dans sa vie personnelle. Cette exposition était organisée par l'association L'Œil en Résonance qui a pour but de mettre en valeur des projets artistiques à travers des supports visuels, films ou photographies par exemple. L'idée des médiums, c'est de les prendre en état de canalisation et essayer de percevoir de l'invisible dans leur canalisation, voir du visible dans l'invisible et voir si dans leur connexion avec le défunt, mais pas que, il y a encore une vibration de vie qui peut transparaître. Je ne cherche pas à convaincre, je ne cherche pas à faire des photos hyper techniques. J'essaye de rendre beau ce qui est beau à mes yeux aussi, ces instants fugaces. Et nous continuons avec la photographie, mais à La Roche-sur-Yon. Cette fois, le musée municipal y possède un fonds photographique particulièrement important, un véritable trésor artistique, méconnu et souvent oublié du grand public. C'est l'une des principales richesses du musée avec la peinture du 19e siècle. Dans ce fonds, on retrouve de nombreuses photos d'art signées d'artistes français, mais pas seulement. Ces photographies sont régulièrement exposées de manière temporaire dans l'enceinte du Ciel, le centre lyonnais d'expression libre, notamment cette année, puisque ce sont les 200 ans de la photographie. Reportage de Grégoire de Châtillon. Voilà, celle-ci, elle est vraiment magnifique, avec cette couleur, c'est des grands coloristes. Oui, je suis quand même contente qu'on ait récupéré ce don, c'est vraiment une opportunité en or. Nous sommes dans les réserves du musée et c'est là que l'on retrouve l'ensemble du fonds photographique. Cette œuvre, par exemple, signée Cindy Sherman, est une pièce majeure de la collection. C'est vrai que c'est une artiste dont la cote est assez importante actuellement. On aurait du mal à acquérir, si on devait aujourd'hui acquérir une œuvre d'elle, on ne pourrait pas en fait. Donc c'est une magnifique œuvre où elle est représentée, ça s'appelle Film Style, c'est une œuvre qui date de 1979 où elle s'est mise en scène à la manière d'une actrice. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup sa technique, ce montage. Ce grand format est signé Juliette Agnel. C'est une artiste qui a obtenu le prix Niepce en 2023. Donc c'est vraiment une récompense importante pour une photographe, c'est un prix très prestigieux. Ici, elle a passé quelques jours au Soudan, sur le site antique de Méroé, qui conserve des vestiges d'une nécropole royale. Un des fleurons, sinon le fleuron principal du musée, c'est le fonds photographique. Précisément depuis 1982, il y a eu beaucoup d'efforts d'acquisition pour ce fonds photographique qui n'a pas d'équivalent dans l'Ouest proche. Et donc, il y a eu la volonté de développer une collection d'œuvres photographiques avec
une orientation tournée vers les paysages, mais également sur le rapport à la peinture. Des vestiges romains. 230 photographies d'art grâce aux acquisitions, mais aussi enrichies par des dons. Valoriser cette collection de photographies, c'est l'ambition du musée et de la ville. Une collection qui aurait alors enfin toute sa place dans le futur musée de La Roche-sur-Yon. Retour aux origines du surf au Sable d'Olonne, le temps d'un week-end. Des jeunes surfeurs vendéens ont découvert et testé les premières planches shapées localement aux côtés de leur créateur Didier Piteux, pionnier du surf au sablé dans les années 80. Alors shaper, cela veut dire fabriquer une planche de surf. Cette expérience a aussi été ouverte au grand public. L'occasion donc de comparer les sensations de glisse d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi de transmettre aux nouvelles générations tout un pan du patrimoine sportif local. Aujourd'hui, on a quand même la plupart des planches qu'on utilise pour les gens, c'est des planches en mousse. Donc des planches qui sont un peu moins dangereuses, plus faciles à surfer. Et maintenant, c'est adapté quand même à tout le monde. Alors qu'à l'époque, c'était quand même des planches qui étaient plus difficiles et pas adaptées à tout le monde. Du coup, c'est pour aussi que les gens ils se rendent compte qu'à l'époque, tout le monde ne pouvait pas commencer le surf. Et maintenant, tout le monde peut commencer le surf, même en situation de handicap ou non. C'est ouvert maintenant à tout le monde. Et le retour qui a été hyper intéressant hier, mais vraiment adorable, c'est qu'en fait, toutes générations confondues, grands, petits, ils sont tous ressortis de l'eau avec un sourire, une banane jusqu'aux oreilles. Et ça, c'était intéressant. Et après, ils ont partagé d'eux-mêmes le fait que je me suis éclaté sur cette planche-là qui était en dur. Donc, je veux dire par là qu'ils ont ressenti cette différence entre des produits d'une génération des années 80. Et même eux, avec leur niveau de débutant, ont été capables de faire cette nuance. Franchement, c'était totalement différent de l'une de l'autre. Mais j'ai eu plus l'impression de prendre des bonnes vagues avec les planches en résine que les planches en mousse. Donc c'était vraiment génial. Et c'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point rapide sur votre météo du jour. Avec, je vous le disais, à tout à l'heure, un ciel bien gris ce matin sur l'ensemble du département. Comptez 11 degrés au minimum sur le littoral, sur les terres plutôt, et 16 degrés au minimum sur le littoral. Cet après-midi, la pluie sera présente sur l'ensemble de la Vendée. Les températures seront en légère hausse. Comptez 20 degrés minimum sur l'ensemble du département. Et vous le savez, depuis le début de cette semaine, il n'y a pas de plus de l'info puisque nous vous proposons des portraits de skippers. Vous le savez, la Vendée Arctic s'élancera dimanche depuis les Sables d'Olonne. C'est la première épreuve qualificative pour le Vendée Globe 2028. Nous vous faisons donc découvrir toute cette semaine différents skippers. Rencontre ce matin avec Nico Destet, skipper de l'IMOCA Café Joyeux. C'est l'un des bisous de la flotte au départ. Je suis navigateur aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, avant, j'avais une vie un peu différente. Je faisais du conseil en stratégie d'entreprise à Paris, donc costume, cravate, tout ça. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de poursuivre mon rêve, qui est celui que j'ai depuis que je suis tout petit, et de devenir navigateur. Donc, c'était en 2021, mais en fait, ça fait 5 ans maintenant. Et donc, j'ai fait un peu de classe 40, donc des bateaux plus petits. Et là, on est passé en IMOCA, toujours avec Café Joyeux, l'année dernière. Ça s'est fait assez naturellement. Moi, c'est vraiment un truc, depuis que j'ai 6 ans, mon unique objectif dans la vie, c'est de faire le Vendée Globe. Donc c'est quelque chose qui vient d'assez loin. C'est pas du tout un craquage ou une transition vraiment dure. Moi, c'est un truc que j'avais en tête depuis assez longtemps. Le bateau s'appelle Café Joyeux, mais c'est pas Café Joyeux qui finance le projet. Le projet, il coûte rien à Café Joyeux. Et en fait, c'est intégralement financé par un groupe d'entreprises qui nous accompagne jusqu'au Vendée Globe. On est toujours à la recherche de nouveaux partenaires, mais disons qu'on a un socle solide qui nous permet d'envisager les 3 prochaines années avec sérénité. Donc je mesure la chance que c'est avec Café Joyeux et on est super content d'avoir le soutien d'entreprises comme ça. Ouais. Et donc la Vendée Arctic, ce sera ma 2e course en solitaire sur le bateau et dans des régions qui sont quand même assez engagées. Donc quelque part, moi, l'objectif de la Vendée Arctic, c'est de me dire que je peux mener ce bateau en solitaire sur plusieurs jours dans des régions pas évidentes d'un point de vue météo. Donc l'enjeu de mettre de la performance, oui, parce que j'ai envie de bien faire et que je suis un compétiteur, mais c'est pas là-dessus où l'objectif de la course, c'est vraiment de boucler le parcours et de valider cette case-là, parce que on a besoin de cette course-là pour faire la route du Rhum. Et la route du Rhum, c'est obligé pour faire le Vendée. Donc quelque part, pour moi, c'est un rodage en solitaire sur le bateau. Je le connais parce que j'ai navigué dessus l'année dernière, mais je le connais pas encore assez bien pour partir sur le Vendée Globe. Donc
poursuivre cet apprentissage-là, découvrir le solo à bord de ce bateau et profiter, quoi, parce que c'est quand même, ça reste des expériences quand même chouettes malgré tout. Donc, en fait, c'est les conditions les plus proches que tu peux avoir dans l'hémisphère nord des conditions qu'on a sur le Vendée Globe dans l'hémisphère sud. Et l'enjeu du coup sur cette course-là, la Vendée Arctique, à mon avis, c'est s'il y a du vent fort, en fait, c'est de se dire de le voir comme une préparation, encore une fois, aux conditions qu'on pourrait être amené à rencontrer sur le Vendée Globe, parce que c'est pas des régions où on va tous les jours, quoi. Donc prendre l'expérience à l'occasion de cette course-là. Bateau de légende. Alors c'est pas celui qui est derrière moi, c'est le Limoca. C'est un bateau, c'est le Limoca le plus titré de sa génération. Donc il a gagné le Vendée Globe en 2012 avec François Gabard, et ensuite il a gagné 2 fois la Route du Rhum, une fois avec François en 2014 et une autre fois avec Paul Meillat en 2018. Donc c'est vraiment un bateau de légende et je me sens hyper privilégié d'en être aujourd'hui le skipper. Et il est passé depuis entre les mains d'amis, donc à la fois de Clarisse sur le Vendée 2020 et Benjamin sur le Vendée 2024. Et donc en fait il a une vraie histoire. Et quand tu te balades dedans, en fait, il y a des petits mots qui ont été écrits par les proches de tel ou tel skipper. Donc en fait, moi je les garde, ça fait vraiment partie du patrimoine du bateau. Et ça me fait marrer quand tu matos tes voiles de voir les petits mots qui ont été écrits pour Benjamin ou Paul ou Clarisse, quoi. Et voici pour cette découverte donc de Nico Destet, l'un des bisus de la flotte au départ de la Vendée Arctique. Départ, je le rappelle, de cette épreuve dimanche. Ce sera d'ailleurs à suivre et à vivre en direct sur TV Vendée. Première épreuve qualificative pour le Vendée Globe 2028. Ils sont 9 skippers au départ. Et il est temps maintenant, comme tous les mercredis, de parler de cinéma. Et nous retrouvons ce matin, comme la semaine dernière, Mathias Tribalo, le directeur du Concorde. Il était présent lors de la première semaine du Festival de Cannes. À cette occasion, il a été élu au sein du conseil d'administration du SCAR, le syndicat des cinémas d'art, d'essai et de répertoire. Il nous en parle. Donc c'est le SCAR, donc le syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai. Donc il compte plus de 450 cinémas adhérents. Et effectivement, comme son nom l'indique, c'est plutôt des cinémas d'art et essai. Et moi, ça m'importait en tout cas de pouvoir aussi représenter notre établissement. C'est vrai que l'établissement dans lequel on est, le Concorde, c'est un établissement public qui donc a le Concorde, enfin qui exploite le cinéma Le Concorde, qui aussi organise le Festival international du film de La Roche-sur-Yon et qui coordonne des dispositifs d'éducation à l'image. Donc on est un peu un établissement assez original par rapport à ce qui se fait un peu partout en France. Et ça m'intéressait en tout cas de pouvoir porter la voix des établissements publics. Pourquoi aussi parce qu'il y a des questions qui se posent actuellement sur la liberté de programmation. Donc ça a été aussi des discussions qu'il y a eu à Cannes, qu'il y a eu l'année dernière dans beaucoup d'instances aussi professionnelles, sur effectivement l'ingérence qu'il peut y avoir aussi avec les politiques sur la programmation. Ce qu'on connaissait moins il y a quelques années, et c'est vrai que c'est depuis un certain temps, il commence à avoir des inquiétudes à cet endroit-là, et notamment là actuellement on a l'inquiétude aussi de la profession. C'est quand même lié aux attaques du Rassemblement national contre le Centre national du cinéma, qui nous inquiète beaucoup, parce que le Centre national du cinéma permet vraiment, c'est vraiment quelque chose de vertueux qui est né après la guerre et qui permet de financer le cinéma français. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez assez génial. Et là malheureusement, de fait d'incompréhension, mais aussi je pense de position idéologique, il y a une attaque qui est faite contre ce cinéma-là. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment un modèle économique et un modèle culturel que nous envie le reste du monde. Donc voilà. Donc il y a des inquiétudes à cet endroit-là, et c'est plus à cet endroit en tout cas que j'ai envie de porter, alors à ma façon, c'est plutôt de contribuer en tout cas aux actions du SCAR. La polémique qu'il y a eu autour de Zappé Bolloré, effectivement c'est une polémique qui arrivait juste au moment où moi je partais. J'avais été effectivement aussi sollicité pour signer cette tribune. Il est vrai qu'il y a une grosse inquiétude dans le milieu professionnel du fait qu'effectivement un milliardaire puisse détenir toute la chaîne de production des films, c'est-à-dire de la production à sa diffusion jusqu'à l'exploitation, parce qu'actuellement c'est la vraie question qui est posée. Et ça forcément ça a créé une inquiétude, puisque ça veut dire que quelqu'un a le monopole complet sur l'ensemble de la profession. Et pour nous forcément c'est un risque
d'ingérence en tout cas. Et ce qui est le plus important dans le cinéma français, c'est ce qui fait sa force. Actuellement, le cinéma français, sa force, c'est sa diversité, c'est sa production, mais c'est aussi la diversité du cinéma. Et c'est ce qui fait qu'on est un des pays les plus performants au monde en termes d'entrée, ce qui est quand même assez remarquable. Depuis le Covid, il y a eu beaucoup de crises, et notamment les États-Unis sont dans une situation difficile, alors que nous, notre cinéma se porte extrêmement bien. Effectivement, on s'est réunis avec plusieurs autres cinémas, des cinémas bretons pour la plupart, et une structure qui s'appelle Ubique, autour de la réalité virtuelle. Et donc à partir de la rentrée, on va proposer en fait des programmations régulières de réalité virtuelle en salle, donc avec casque en salle, avec le son de la salle, et aussi dans le hall du Concorde avec la réalité virtuelle interactive. On a la reprise de la quinzaine des cinéastes, donc là à partir de juin, on va proposer des films qui étaient proposés à Cannes dans la quinzaine des cinéastes en avant-première, donc ça on va pouvoir les proposer courant juin en partenariat avec l'association des cinéphiles Festiclap. Et puis on relance aussi un événement qui était un peu en perdition sur la ville, donc les cinémas plein air, qui vont s'appeler les écrans vagabonds. Et donc on va proposer notamment 4 séances en plein air gratuites dans les quartiers de la ville, avec notamment en fanfare, Partir un jour, à bicyclette et Flo. Donc on reprend un peu le top, on va dire, de l'année 2024, mais gratuit dans les quartiers cet été, en partenariat avec la ville de La Roche-sur-Yon et les maisons de quartier. Et merci Mathias Tribalo de nous avoir raconté la semaine dernière son festival de Cannes et d'être revenu ce matin sur les préoccupations du monde du cinéma français. Il est temps de passer ensemble à l'extrait du jour. Et comme tous les mercredis, votre extrait aujourd'hui, c'est Backstage, votre rendez-vous à musique avec David Auvinet. Il reçoit aujourd'hui le groupe Bonne Nuit. Ils viennent présenter leur dernier EP. Regardez. On parle pleinement de ce nouvel album pour lequel vous venez aujourd'hui, Crier, Vomir, Pleurer, 3 mots forts. Étienne, pourquoi avoir choisi ces mots pour ce nouvel EP ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a surpris une conversation dans un train. Et en fait, il y a une personne qui venait de se faire larguer, qui avait l'air d'être très angoissée, et qui a dit ces 3 mots au téléphone à sa pote. J'ai envie de crier, vomir, pleurer. Voilà, c'est vrai qu'on a gardé ces mots-là en tête, imprimés. Et vu que cette EP, c'est vraiment raconte les angoisses en général, pas forcément les angoisses amoureuses d'ailleurs, des angoisses, que ce soit, on parlait d'angoisse climatique, on en parle souvent avec Étienne. Et c'est vrai que du coup, ces 3 mots-là marchaient très bien sur tous les thèmes de l'EP, plus que cette seule chanson. 6 titres ? 6 titres, un petit album, un EP. 6 titres qui ressemblent à peu près à tout ce qu'on a. Ouais, carrément. Avec une très belle pochette qu'on voit à l'écran. Ouais. Alors, qui l'a fait cette pochette ? Alors, c'est Créma qui est notre directrice artistique, qui fait nos clips et aussi nos pochettes. Créma, qui est également un titre dans l'album. Et oui, c'est aussi un des titres. C'est vrai qu'il y a pas mal de chansons d'amour dans cette et celle-ci en fait partie, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le titre Créma ? C'est une petite douceur, un petit bonbon. Ouais. J'ai envie de dire, c'est une, comment on dit, Bonne Nuit fait les chansons un peu. Il y a un mot pour les petites chansons. Des comptines. Complètement. Chansons douces, c'est ça. Voilà. Comment elle est née cette chanson Créma ? Dans la voiture, je m'en souviens, mais il y a très longtemps, il y a 5 ans au moins, un voyage qu'on faisait avec Étienne, j'avais eu ce refrain en tête moi, et puis après je l'ai partagé avec Étienne sur un audio, et puis on l'a laissé dans un coin pendant très longtemps. C'est une très vieille chanson, c'est vrai qu'on l'a fait il y a très longtemps. Avant même le début de Bonne Nuit. Hein. Ouais. Ok. Avant même, votre dernier passage dans l'émission Backstage, c'était le 15 octobre 2024. Que de chemin parcouru depuis. Oui, tout à fait. Mais dans cette EP, il y a 2 ou 3 chansons même qui sont antérieures à ce passage-là. Et puis il y en a qui sont très très récentes. Enfin, en fait, ça mélange des trucs très nouveaux, très récents. Et oui, beaucoup de chemin. On a fait Solid Days depuis, on a fait des grands concerts. On a signé chez un tourneur depuis. S'engager avec un tourneur, c'est grâce à ça que ça s'est développé aussi. Ouais, on a beaucoup travaillé. Tous les jours, parfois trop, mais on travaille. Et voici pour cet extrait, rendez-vous donc aujourd'hui pour découvrir ce nouveau numéro de Backstage. Il est temps maintenant de passer à Café Cuisine.
Et je vous rappelle que cette semaine, il y a donc à gagner 2 entrées pour les nuits de la Sablière. Mais pour espérer les remporter, il faut bien sûr trouver la réponse à la question de la semaine que voici. Quel chanteur français parcourt actuellement la Vendée à pied dans le cadre d'un projet musical itinérant? Et voici l'artiste du jour. Il est l'interprète du titre Allison et de plusieurs chansons diffusées régulièrement sur les radios françaises. Je répète, il est l'interprète du titre Allison et de plusieurs chansons diffusées régulièrement donc sur les radios françaises. Vous voyez ces images, il était au début de cette tournée du côté de Noirmoutier. Il a traversé donc le passage du Gois et donne un concert chaque soir dans chaque commune d'arrivée de ce parcours itinérant. Je rappelle donc à gagner 2 places, 2 entrées pour les nuits de la Sablière. Pour tenter votre chance, c'est très simple, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous retrouvez la question, l'ensemble des indices et tirage au sort parmi les bonnes réponses à vendredi après-midi. C'est la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. L'actu revient bien sûr à 12h30 avec le journal et dès demain vous retrouverez ici même à cette même place Florian Wozniak. Très bonne journée à toutes et à tous.